Bonjour, en tout cas, sur cette présentation, ce matin, sur le sujet donc de la protection sociale du dirigeant. Je vais me présenter, donc on est accompagné donc d'Alexandre Prunevieille qui se présentera juste derrière et monsieur, Igor Bodistanu, pour échanger avec vous aujourd'hui, ce matin, en tout cas de la protection sociale du dirigeant. Donc, je me présenterai brièvement, donc Ahmed Ferkous, donc chargé de clientèle AXA. Nous accompagnons aujourd'hui au sein du réseau AXA Épargne et Protection les professionnels et notamment aujourd'hui les professionnels artisans sur les sujets de la protection sociale. On s'accompagne également sur des sujets patrimoniaux également. Et donc aujourd'hui, l'objectif est d'apporter de la simplicité, de la vulgarisation de certaines données autour de la protection sociale du dirigeant, parce qu'il y a tout un tas d'informations qui peuvent être complexes. Et aujourd'hui, on est là pour essayer de retransmettre de l'information simple pour qu'on puisse apporter des éléments de réponse, en tout cas à des questions qu'on peut se poser en tant que chef d'entreprise, selon son statut, puisqu'il y a plusieurs statuts d'activité aujourd'hui sur ces notions-là. Donc, je vais laisser se présenter peut-être Alexandre et Igor rapidement, et ensuite on va lancer donc l'introduction et le fil de cette conférence. Eh bien, bonjour à tous. Moi, Alexandre Prunevielle, je travaille chez AXA depuis une vingtaine d'années. Je suis animateur commercial sur les départements de Haute-Vienne et de Creuse. Voilà, j'interviens sur différents sujets, y compris la protection sociale, à raison de ma présence ici avec Igor et Ahmed. Et pour ma part, bonjour à tous, je suis Igor Vestanou, ça fait 3 ans et demi que je suis dans le groupe AXA donc j'accompagne les professionnels comme les particuliers dans tout ce qui est protection sociale et patrimoniale. Ok, super. Merci Alexandre et Igor. Donc on va lancer du coup la présentation. Le grand point central, donc là, ce sont nos domaines de compétences divers et variés sur la protection et le patrimonial. Le gros pôle aujourd'hui, ça va être autour de la prévoyance, puisque c'est de ça que nous allons échanger aujourd'hui sur le sujet de la protection du chef d'entreprise. Donc ça, c'est le premier grand point. Donc pour vous présenter un petit peu nos activités. Donc je présente rapidement AXA. Donc AXA est un acteur fort en tout cas sur le sujet de la protection sociale et notamment est un leader sur cette partie-là, puisqu'on met les moyens en tout cas d'accompagnement, de proximité avec les professionnels artisans. Vous avez quelques chiffres clés, je vais passer relativement vite cette notion. C'était pour que vous puissiez voir. Donc AXA est une entreprise française présente à travers le monde et accompagne du coup effectivement donc les professionnels et les particuliers sur ces notions. Donc on est quand même un assureur qui, comme je le disais du coup, est un acteur très fort puisque on est présent avec un certain nombre de clients aujourd'hui qui nous font confiance sur cette partie. Il y a sur diverses activités, puisque c'est varié. Il y a une multitude d'activités aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'artisanat. Et notamment avec un marché qui est plutôt dynamique, malgré effectivement depuis 2020 l'impact Covid qui était quand même présent sur divers statuts d'entreprise, des micro-entrepreneurs, des sociétés SAS, SARL, EURL, etc. Donc peu importe l'activité, peu importe le statut, donc nous accompagnons donc les artisans, commerçants, professions libérales. Et donc, nous avons quand même en majorité, on a un axe fort en tout cas autour des professionnels, puisqu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'informations, et on est là, on travaille de proximité pour les rencontrer directement sur leur lieu d'activité, leur apporter les réponses à leurs besoins en personnalisant en tout cas les éléments dont on a besoin aujourd'hui quand on est chef d'entreprise. Donc, nous allons voir aujourd'hui donc, comment on peut se protéger en tant que chef d'entreprise, comment on protège aussi son entreprise. Donc, il faut à la fois se protéger. Donc, on est plutôt sur de la couverture de personnes. Il y a tout un tas de couvertures aujourd'hui obligatoires quand on est installé. Et des fois, on oublie peut-être un petit peu aussi cette partie de protection individuelle, se protéger nous-mêmes, puisqu'il y a à la fois un impact sur l'environnement professionnel, mais cela peut avoir aussi un impact sur l'environnement familial dans son foyer.
Et donc, il est important aujourd'hui de parler de ces différents impacts sur notamment des aléas de la vie, puisque c'est cela que regroupe la prévoyance aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je suis chef d'entreprise, quel est l'impact pour moi quand je vais malheureusement être arrêté parce que j'ai eu un accident sur mon lieu de travail, un accident privé, si je suis malade, si je suis hospitalisé, etc. Donc on est là aussi pour apporter quel est l'impact dans chaque situation individuelle, parce que chaque situation est personnelle. Quel est l'impact, puisque si je suis chef d'entreprise, micro-entrepreneur tout seul, ben, ça n'a pas le même impact si j'ai 2, 3, 4 salariés au sein d'une structure. Et donc on va effectivement commencer, notamment avec Alexandre, sur les sujets des différents statuts d'entreprise, puisque chacun choisit selon l'environnement social, fiscal, etc., on choisit son environnement, en tout cas, de statut d'entreprise. Deuxième élément, on ira voir le régime des indépendants. Donc, on fera un petit rappel du régime, qu'est-ce qui est impactant, comment me couvre en tout cas mon régime obligatoire à travers la sécurité sociale des indépendants. Et en troisième point, donc les risques professionnels. Quel est le risque selon l'activité qui peut impacter mon activité avec des conséquences humaines, financières, etc. Et on terminera par les solutions de couverture. Et là, ça sera plutôt Igor qui abordera ce sujet, et notamment avec l'environnement Madelin. Donc, je relaisse la main du coup à Alexandre pour ces notions de statut de dirigeant. Alors, l'idée, c'est qu'on fera un échange en fin de session sur les questions, réponses, si vous en avez, en tout cas pour ceux qui sont présents. Ce que je vous invite à faire, c'est noter vos questions pour ne pas les oublier, comme ça, on interviendra plutôt à la fin, comme ça on peut avancer. On a des différents statuts, effectivement, quand on monte son entreprise. On peut soit avoir envie de travailler seul, soit éventuellement de travailler avec des associés. Donc, dès qu'on veut s'associer, on va monter effectivement une SARL. On peut être aussi sur des sujets type SAS. Hop. Après, il y a d'autres types de statuts, SNC ou société anonyme. La plupart du temps, vous allez vous installer plutôt pour travailler seul. Donc, on est en entreprise individuelle. Le URL n'existe plus en statut, c'est la SARLU maintenant, SARL unilatérale, et puis sinon on peut être en SAS aussi. Donc en modèle simplifié qui permet quand même effectivement d'avoir aussi un autre statut, mais on voit que le seul statut où on est salarié, c'est la SASU. Ça veut dire qu'on n'est plus considéré comme TNS. Et là, on a des garanties qui sont un peu différentes en tant que salarié. Donc on ne les verra pas aujourd'hui en tout cas, puisque nous, on va s'intéresser qu'au statut de travailleur non salarié. En tant qu'artisan en tout cas, vous avez cette possibilité en tout cas d'être intégré en tant que travailleur non salarié à la SSI. Donc, différents types de bénéfices, bénéfices non commerciaux ou bénéfices industriels et commerciaux. Bénéfices non commerciaux, ça va être toutes les professions libérales. Et vous êtes plutôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, donc pour toute la partie artisanat. Vous allez pouvoir en plus avoir, en suivant les statuts, des revenus et des dividendes. Sinon, vous n'avez effectivement que du BIC. Voilà. Et quand vous êtes salarié, bien sûr, vous touchez un salaire. Donc ça, c'est plus simple, effectivement, et pas de dividendes, pas de revenus annexes. Donc là, c'était la petite présentation. On peut choisir son statut, souvent conseillé par son comptable, en fonction effectivement de ce que l'on veut faire et voilà, comment est structurée l'entreprise. Donc, en fonction effectivement de ce statut social, vous avez différentes fonctions. Vous allez avoir une rémunération de travailleurs non salariés qui va être plutôt structurée en fonction effectivement de l'activité que vous avez, du moins du statut d'entreprise que vous avez choisi, et le régime fiscal aussi dans lequel vous êtes. On voit qu'il a de l'impact parce que, en fonction du régime fiscal dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir ou non utiliser ce qu'on appelle un dispositif Madelin, on le verra à la fin. Madelin étant en fait la possibilité de déduire fiscalement une partie des cotisations pour se protéger ou pour sa retraite ou pour sa santé. Donc on a différentes enveloppes, on verra ça juste après. L'idée étant que voilà, il faut s'intéresser aussi au régime fiscal qui a été choisi pour savoir comment on peut déduire toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des expertises qu'on peut apporter en tout cas, ou du moins qu'on peut expliquer lorsqu'on vient vous voir, en tout cas pour vous présenter les choses individuellement.
Donc, le régime obligatoire des professionnels, il a subi une évolution en janvier 2020. Avant, vous étiez au RSI. Et depuis le 1er janvier 2020, on est passé au régime social des indépendants. Donc, la sécurité sociale des indépendants remplace le RSI et intègre toute la partie assurance maladie, en tout cas. Donc, vous devenez, on va dire, un petit peu plus rattaché, en tout cas à toute la partie, je dirais, régime général classique, contrairement au RSI qui était vraiment effectivement un régime des indépendants pour plein de raisons. La première raison, c'est le déficit global, en tout cas des caisses maladie et des caisses retraite, qui fait que l'État a souhaité en tout cas rassembler tout ça et pour avoir plus d'uniformité, en tout cas dans les prises en charge des prestations en cas d'arrêt de travail, de maladie et pour la retraite demain. Voilà. Donc cette refonte a amené quelques améliorations en tout cas et quelques modifications. Donc on a vu effectivement que ces branches-là, il y avait 5 branches principales dans tout le régime social de base. Vous avez des cotisations en tant que professionnel, des cotisations qui vont être affectées donc fonction dans différents items. Donc bien sûr pour la maladie, puisque vous avez la sécurité sociale qui va vous prendre en charge en cas de maladie, quand vous allez à l'hôpital ou que vous allez voir le médecin. En cas d'accident, pour maintenir un niveau de vie, donc on voit qu'on a des indemnités journalières qui vont être versées effectivement, mais dans certaines conditions et pendant certaines durées. Donc ça, on va le regarder aussi. Et vous cotisez pour ça. Il y a bien évidemment pour toute la partie retraite et réversion, veuvage des cotisations vieillesse. On ne les abordera pas aujourd'hui. Tout ce qui est concernant la famille, le logement avec les aides au logement ou la MDPH pour la partie handicap. Et puis, bien sûr, quand vous êtes en perte d'autonomie, on est en fin on va dire en fin de vie et on a besoin en tout cas d'être accompagné en cas de perte d'autonomie. Et l'APA, l'aide à la perte d'autonomie, en tout cas, vient aider les gens pour financer une partie, en tout cas, de cette perte d'autonomie, pour payer des gens et vous aider, en tout cas, au quotidien, à réaliser des actes de vie quotidienne. Donc, toutes ces branches-là existent et vous cotisez pour ça. Mais on va s'intéresser plus particulièrement aux 2 premières, en tout cas maladie et accident. Donc, en fonction de votre activité professionnelle, vous allez effectivement avoir différents régimes. Il y a le régime général, ça c'est pour tout le monde. Les régimes spéciaux, on va avoir quelques professionnels, en tout cas, qui vont rentrer dans ce régime spécial. On sait que tout ce qui va être SNCF, etc., et puis des parlementaires, des notaires vont être dans ces régimes spéciaux et qui ne sont pas rattachés donc au régime général puisqu'ils cotisent à part dans une caisse particulière. Le SSI, ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque tous les indépendants aujourd'hui cotisent à la sécurité sociale des indépendants. Et puis vous avez la MSA aussi, tout ce qui va être mutualité sociale agricole. Eux, en fait, pareil, ont une caisse bien spécifique. Donc l'objectif, c'est de l'harmonisation, on va dire, de toutes ces caisses pour la maladie, l'accident et bien sûr la retraite. C'est les grosses réformes qui sont en cours aujourd'hui et qui voilà, ne font pas plaisir, mais qui sont, je pense en tout cas, sur la table parce que nécessaire en tout cas de discuter. Ok. Alors, on est sur la partie fiscale, Madeleine. Comme je vous ai dit, quand vous êtes travailleur non salarié, donc dans les petites, dans les cases que je vous ai montrées tout à l'heure, vous avez donc une SARL, une URL où vous êtes en entreprise individuelle. Vous avez le droit, en tout cas, en plus de votre protection sociale, de rajouter des montants et de vous couvrir mieux. Et pour cela, vous allez avoir le droit de déduire les cotisations de ce pourquoi vous souhaitez mettre en place des garanties, que ce soit en prévoyance ou en retraite. Donc vous avez des enveloppes spécifiques, des plafonds d'indemnisation, enfin de prise en charge en tout cas de cotisation. Et ces plafonds donc permettent en tout cas à notre chef d'entreprise de venir améliorer sa situation parce que il peut se rendre compte que sa situation en tout cas et son régime obligatoire, les cotisations qu'il a de son régime obligatoire, sont complètement insuffisantes par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à sa famille, par rapport à différents éléments et par rapport à sa retraite. Et donc, l'idée étant de calculer spécifiquement, en tout cas, ce montant-là, puisqu'il est individuel, il est fonction de votre bénéfice. Et donc, voilà, il faut le calculer, puisque c'est en fonction des revenus que vous avez qu'il est calculé. Donc, il y a une enveloppe minimum, quoi qu'il arrive.
Pour la prévoyance, en tout cas, et la dépendance, c'est 2 879,52. C'est fonction du PASS, du plafond annuel sécurité sociale qu'il est calculé. Et pour l'enveloppe retraite, il est pour tout le monde, quoi qu'il arrive, quels que soient vos revenus, de 4 113 €. Mais il peut monter. Plus votre revenu est élevé, plus bien évidemment, vous allez pouvoir avoir des garanties importantes, puisqu'il va falloir couvrir évidemment plus de revenus. Donc, vous avez bien sûr aussi un plafond max qui est à 9 872 € pour la partie prévoyance et 76 000 € pour la retraite. Donc, pour atteindre des montants comme ça, vous imaginez les montants de revenus sont quand même relativement importants. Voilà. Donc, il y a une méthode de calcul qui permet effectivement de déterminer cette enveloppe. Elle est calculée par vos comptables sans aucun problème ou par effectivement la personne qui vous met en place les compléments prévoyance ou retraite de façon à savoir dans quelle limite vous êtes, qu'est-ce qui vous est autorisé de faire en termes de déduction sur vos revenus. Vu que c'est de la déduction, ça veut dire que mes revenus imposables vont diminuer et ça va diminuer de facto mon montant d'impôt de la même proportion. Donc c'est intéressant en tout cas quand je commence à avoir effectivement un revenu assez important, de privilégier en tout cas des couvertures qui me permettent de maintenir mon niveau de vie quoi qu'il arrive et de limiter mon montant, mon impact fiscal. Ça, c'est la partie Madelin. Ok, super Alexandre. Alors, contrat de prévoyance, les garanties qu'on va trouver dedans, vous souhaitez effectivement vous couvrir. Ça veut dire que l'idée, c'est que prévoit en tout cas le régime obligatoire. Le régime obligatoire, il prévoit, en cas d'arrêt de travail, de verser des indemnités journalières. Ces indemnités, on va voir quels en sont les montants, mais globalement, elles sont souvent limitées. Elles sont limitées parce que forcément, il y a un pass, il y a des cotisations qui sont prises et donc vous avez des périodes également d'indemnité qui sont prévues. Elles sont souvent aussi un peu petites et pas souvent adaptées en tout cas à une situation réelle et met le chef d'entreprise dans une situation compliquée, en tout cas pour maintenir son niveau de vie, puisqu'il ne peut plus travailler, il n'a plus de rémunération de son activité. L'invalidité peut également arriver et là, vous avez 2 cas, soit le versement d'un capital, soit le versement d'une rente. Il existe aussi dans le régime obligatoire des prestations qui sont prévues puisque vous cotisez pour ça. Mais en complément du régime obligatoire, il est souvent nécessaire de se mettre des garanties complémentaires en place. Alors on peut le faire pour différentes raisons. La première, c'est que, on souhaite protéger ses enfants parce qu'ils sont jeunes et ils font encore des études et il va bien falloir aussi, financer des choses. Mais chaque cas étant différent, je pense que ça, c'est des sujets sur lesquels il faut vraiment, pour le coup, s'intéresser, individuellement en fonction de votre environnement personnel et professionnel. Et en cas de décès, c'est la même chose. Il existe un montant qui est prévu par le régime obligatoire, souvent petit, et pareil, est-ce qu'il est adapté? Peut-être, souvent un peu, léger en tout cas pour financer l'intégralité de la cession de l'entreprise, éventuellement, je dirais la fermer. Vous avez des salariés, il faut aussi effectivement payer des indemnités, suite au décès. Il y a des impôts à payer, il y a des cotisations, N-2, N-1 qu'il faut compenser. Enfin, ça fait un certain nombre de capitaux à sortir au jour du décès qui sont importants. Il faut les calculer pour savoir exactement, voilà, au jour où il me reste quelque chose, qu'est-ce que doit ma famille? Qu'est-ce que je laisse, aux gens que j'aime? Et voilà, comment est-ce que ça se passe? Donc le coût d'un décès, ça se calcule. Qu'est-ce qu'on souhaiterait mettre en place, en tout cas pour protéger, ceux qu'on aime? Ça fait partie effectivement aussi de l'étude qui peut être proposée. Ok. Merci Alexandre en tout cas pour cette partie-là. Donc, pour la partie donc, du régime général des indépendants, vous avez du coup, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, c'est la question qu'il faut se poser. Que se passe-t-il si je suis en arrêt de travail dans le cadre d'une maladie, d'un accident? On sait qu'il y a tout un tas d'accidents selon l'activité qu'on réalise. Quelqu'un qui est un artisan qui est dans le bâtiment va pas avoir peut-être les mêmes risques que quelqu'un qui est boulanger ou qui peut être coiffeur. Donc, selon son activité, aujourd'hui, il y a des risques. Ces risques-là, c'est quels sont les impacts, en tout cas pour moi, dans mon activité journalière. Si je suis micro-entrepreneur ou si je suis en société où je suis seul, peut-être que l'impact sera peut-être plus important. Si j'ai des salariés qui peuvent permettre de quand même, malgré mon absence, créer du chiffre d'affaires et donc du bénéfice, il y a tout un autre impact. Et donc aujourd'hui, par rapport au régime général des indépendants, donc comme l'a dit Alexandre,
Il y a donc une couverture minimale parce que vous cotisez pour ça. Donc vous avez droit et vous ouvrez des droits en tout cas en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation. Et ce qui se passe derrière, c'est est-ce que cela est suffisant par rapport à mon niveau de vie actuel, par rapport à ce que je me dégage en rémunération, par rapport à des frais professionnels aujourd'hui, si je suis en arrêt également, quel est l'impact aussi pour ça? Donc, dans le cadre de l'arrêt de travail, de l'invalidité et du décès. Donc, les trois grands axes qu'Alexandre a présentés précédemment. Et donc, l'idée derrière, c'est que vous avez ici un résumé, on va dire, des informations. Puisque je suis en arrêt de travail, on est considéré du coup dans un cadre d'incapacité de travail. Et à partir d'un certain délai, on va basculer en invalidité. Et puis après, un sujet un peu plus triste aussi, le décès. Un chef d'entreprise aujourd'hui qui malheureusement décède, quel est l'impact également pour lui et pour son environnement aussi familial. Donc j'ai une incapacité de travail, il y a ce que l'on appelle du coup l'indemnité journalière. L'indemnité journalière est calculée selon bien évidemment son revenu d'activité annuel moyen avec une formule. Donc là, vous l'avez en présentation. On va plutôt basculer peut-être sur plutôt de la schématisation, puisque là, c'est de l'information brute et on va plutôt basculer sur un schéma, ça sera plus simple de compréhension. Donc, quand on est sur une activité, on va se mettre à hier. Donc, on va dire que hier, j'étais en activité, j'avais des frais professionnels, j'avais un revenu d'activité. Et aujourd'hui, je suis déclaré en arrêt de travail. Que se passe-t-il pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour mon entreprise? Qu'est-ce qui se passe pour mes revenus? Qu'est-ce qui se passe pour mes frais professionnels? Et que se passe-t-il aussi pour mes employés qui sont en place si jamais j'ai des salariés ou si je suis seul? Effectivement, ce n'est pas le même impact. Donc, il y a forcément des franchises qui sont du même acabit que le milieu salariat, où on va avoir 3 jours, en tout cas, de franchise de versement d'indemnité journalière. Et puis, à partir du 4e jour, effectivement, se déclenche, fonction de ses revenus, une indemnité qui va m'être versée et qui va aller au maximum au 360e mois. Donc effectivement, quand on tombe dans une incapacité de travail longue, qu'elle soit discontinue ou continue, j'arrive à un stade où effectivement j'ai une problématique dans lequel où je vais avoir un niveau de vie, mais qui n'est peut-être pas suffisamment compensé, puisque je peux gagner un niveau de vie plus important que ce que me donne le régime obligatoire. D'où le fait que, et vous avez le symbole AXA effectivement, ou peu importe la compagnie, viendra vous compenser par une solution de prévoyance complémentaire, viendra en compensation du régime général des indépendants pour compléter. Au-delà de ça, vous avez l'indemnité journalière pour le maintien de revenus, mais vous avez aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est vos charges d'entreprise, vos frais professionnels. Ça peut être de la location, c'est vos charges d'URSSAF, vos charges de SSI, ça va être également tout un tas de charges patronales, de cotisations, etc. Les Et salaires donc, des employés. voilà, les salaires des employés. Et donc, l'idée, c'est quel est mon niveau de frais professionnels à un instant T et quel va être aujourd'hui l'intérêt pour moi de me couvrir aussi sur mes frais professionnels, puisque ce sont deux axes différents, l'indemnité journalière de maintien de revenus et à côté de ça, l'indemnité journalière de remboursement de mes frais professionnels, puisque je suis en arrêt de travail, j'ai forcément aussi des charges fixes incompressibles au sein de mon entreprise que je dois régulariser. Et donc aujourd'hui, si je n'ai pas pensé à ça, cela peut avoir un impact lourd sur la trésorerie, par exemple, de l'entreprise. Si je suis en arrêt de travail, effectivement, est-ce que je vais devoir, pour compenser le règlement de mes charges d'entreprise, devoir aller piocher dans ma tirelire de trésorerie, en tout cas sur mes comptes professionnels. Donc ça, c'est important d'y penser. C'est pour cela on sensibilise, en tout cas aujourd'hui, sur l'arrêt de travail, en tout cas dit temporaire. Et vous avez ensuite, effectivement, l'indemnisation qui se fait selon un barème croisé qui est calculé. Donc là, il faudrait rentrer un petit peu plus dans le détail en individuel pour présenter les choses. Mais en tout cas, voilà, il y a un barème qui est analysé selon son taux. Et donc, on calcule par rapport à ça
à partir du moment où on tombe en invalidité. Et on arrive du coup au deuxième sujet, qui est du coup justement l'invalidité partielle ou totale. Heu, Malheureusement, je suis incapable aujourd'hui d'exercer une activité, donc me générer des revenus. Je tombe dans la case à partir d'un certain temps et notamment à partir du 1095e jour, donc à peu près 3 ans d'incapacité. Je tombe dans la case de l'invalidité reconnue et à ce moment-là, on entre dans le cadre où, selon mon niveau d'invalidité, effectivement, j'ai une rente qui m'est allouée par, la sécurité sociale, heu, qui m'est versée de manière mensuelle et sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer dessus. Toutefois, si j'avais un niveau de vie précédemment dans le cadre de l'incapacité, malheureusement, peut-être que ce n'est pas suffisant pour moi dans mon niveau de vie que j'avais acquéri parce que j'ai des charges au sein de mon foyer, j'avais tout un tas de choses et aujourd'hui, je m'étais habitué à un niveau de vie et si je bascule dans la case invalidité, bah, peut-être que j'ai envie de garder ce niveau et donc effectivement, il faut compenser ce qu'on appelle la perte de revenus également dans le cadre de l'invalidité. Heu et donc là-dessus, bien évidemment, AXA accompagne par divers services d'assistance et d'accompagnement, heu, ces notions également. Troisième point et c'est le dernier point en tout cas sur la notion de protection sociale, c'est la partie du décès. Donc il y a, comme je le disais, donc un chef d'entreprise a aussi un foyer. Dans son foyer, on peut avoir des enfants, on a une conjointe, des enfants, on peut être célibataire, pacsé, et cetera. Donc chaque situation est individuelle, mais on a des dépenses incompressibles dans le foyer et on a des revenus d'activité et on a les revenus du conjoint. Ce qui fait donc son foyer fiscal et derrière malheureusement si, l'un des 2 parents, par exemple avec des enfants, malheureusement est amené à décéder, beh, il va y avoir une perte de revenus, déjà dans le foyer pour commencer et ensuite le décès entraîne tout un tas de choses qu'Alexandre a très bien présenté. Je dois payer tout un tas de choses pour clôturer mon entreprise, pour indemniser aussi, mes enfants, ma conjointe, qu'elle puisse avoir de la sérénité avec une seule rémunération dans le foyer. Donc c'est comment en fait on vient compenser tout ça. Donc effectivement, un capital, de 8 227 € est-il suffisant, en tout cas au moment où je décède et au moment où je dois, laisser l'entreprise, en tout cas, derrière moi? Quel est l'impact de tout ça par rapport au conjoint, en tout cas du foyer? Donc c'est pour ça qu'il est intéressant aussi de venir regarder, l'environnement individuel. Donc c'est pour ça que c'est de la personnalisation individuelle de chaque personne. Comment je me couvre? Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je laisse à ma compagne? Et qu'est-ce que je laisse aussi à mes héritiers? Peu importe si ce sont les enfants, si ce sont des membres de famille, en tout cas, c'est important d'y penser. Donc voilà pour ces notions. On a essayé d'être rapide. Et donc là, on a des exemples concrets, parce que souvent, là, c'est de la théorie un petit peu, mais c'est aussi du pratico-pratique de terrain. Et donc sur le terrain, on a des exemples concrets. Un artisan, par exemple, du bâtiment, en tout cas du BTP. Quels sont les risques potentiels liés aux personnes? Ben, on a souvent dans son activité des chutes, des accidents corporels sur chantier, les traumatismes qui peuvent être entraînés, où on est hospitalisé, on est en accident et donc on a besoin de soins. Donc c'est pour cette raison qu'il est important en tout cas d'y penser. On a des risques dans notre activité et les risques d'un artisan du BTP n'est pas le même qu'un coiffeur ou qu'un boulanger. Chacun a des risques divers et variés. Il y a des activités qui ont plus de risques que d'autres et donc c'est pour cela que face à des aléas, ben, dans mon foyer, quand j'ai une entreprise et que j'ai mon foyer à côté, c'est comment je suis serein à la fois sur mon environnement professionnel et à la fois sur mon environnement familial dans mon foyer. Et quand on combine les deux, ben, c'est de me dire je peux dormir le soir tranquillement et ma tête reposée en me disant qu'aujourd'hui, peu importe les aléas qui vont m'arriver, j'ai un niveau de vie aujourd'hui, demain il m'arrive quelque chose, je le garde. Si demain également il m'arrive quelque chose, j'ai de toute façon une invalidité pensée à de l'incapacité longue et si je bascule en invalidité. Et si malheureusement je suis plus là, ben, je pense aussi à la suite et je retransmets en tout cas des choses à mon environnement familial. Donc vous avez différentes choses, un coiffeur également, voilà, je peux avoir des problématiques de syndrome du canal carpien par exemple, je peux avoir, des allergies à des produits, je peux avoir tout un tas de choses et pareil pour un boulanger,
On peut avoir tout un tas de choses avec de la répétition d'activités, et cetera. Quand on répète de manière consécutive une tâche régulière journalière, et ben, au bout d'un moment, on peut créer du traumatisme, on peut créer de certain nombre de choses. Et donc ça, ce sont les risques, en tout cas, de chaque métier. Et puis, on pourra en avoir plein d'autres, bien évidemment, parce que le monde de l'artisanat n'est pas lié qu'à ça. Mais en tout cas, c'était pour vous donner des exemples concrets pour se projeter Je vais me face à perm des risques Ouais, potentiels. Voilà. Ahmed, je vais me permettre une petite, réflexion complémentaire. Pour tout le monde, c'est important en tout cas de se faire accompagner sur ces sujets pour une raison toute simple. Je vous prends un exemple. Quand vous avez effectivement un artisan du BTP qui va se couper un doigt, parce que, il a eu un accident professionnel ou individuel, hein, l'impact sur sa société va pas être le même que si son métier c'est chirurgien. On voit tout de suite que, le petit accident peut avoir en fonction du métier des impacts très importants. Donc forcément, il est important en tout cas de se faire accompagner sur quels sont les risques sur lesquels je suis et quels sont mes besoins. Parce que ça n'est pas les mêmes, ça n'aura pas les mêmes impacts et on n'aura pas les mêmes indemnisations, bien évidemment, en fonction du métier. Donc c'est d'où cette raison de dire, tous ces risques professionnels sont plutôt individuels et il est très important de se faire accompagner par un professionnel là-dessus. Vous avez différentes options, hein. Vous pouvez prendre du contrat standard, tous les TNS sont dans la même case, ou je peux prendre effectivement quelqu'un qui va s'intéresser à mon métier et qui va mettre des garanties spécifiques. Je pense que c'est plutôt cette direction qu'il faudrait prendre parce que chaque métier étant différent, chaque risque étant différent, il faut qu'on se couvre vraiment pour ce dont on a besoin et sur les risques auxquels on va être confronté. Donc voilà, petite subtilité, je pense qu'il faut avoir en tête, en tout cas quand on travaille sur ce genre de sujet. Très bien. Ben, merci Alexandre, en tout cas, pour ce complément. Et donc, pour terminer, du coup, en fait, on va laisser la main, du coup, à Igor pour avoir des éléments concrets, d'un exemple concret aujourd'hui, sur ces couvertures, en tout cas, de prévoyance. Et donc, je relaisse la main, en tout cas, à Igor pour ces notions-là qui va apporter un certain nombre de choses. Merci, Ahmed. Concrètement, on va vous projeter un exemple donc, de garantie qu'un artisan boulanger peut souscrire. Donc, on va partir de sa situation. C'est pour ça qu'on rencontre tout d'abord la personne donc, lors d'un premier rendez-vous et on échange donc, sur son foyer, on échange sur ses revenus, sur ses charges, etc. On fait un bilan de sa situation en amont de lui proposer une solution. Pour cet exemple, on a pris l'exemple d'un boulanger qu'on va appeler Eric. Donc Eric, il se verse un revenu de 3 300 euros et il a des charges professionnelles, notamment parce qu'il a 3 salariés en caisse, il a un apprenti et donc on peut juger qu'il a entre 8 500 euros de charges fixes par mois et un peu plus suivant les mois. Comment doit se couvrir Eric? Donc, si on calcule bien par rapport à ce qu'on a dit précédemment, il a 109,59 euros de besoins par jour à se couvrir. Donc, le SSI, son régime obligatoire, va le couvrir à hauteur de 1/630e de son revenu, donc qui correspond à peu près 50% de son revenu. Donc, on peut voir ici que c'est la moitié, donc 54,79 euros vont être couverts par le SSI. Et donc, nous, on va venir en complément lors de la première année, donc l'autre moitié. Et après, sur les 2 dernières années, s'il est encore en arrêt, on va venir le couvrir en totalité, donc 109 euros par jour. On peut voir aussi qu'on peut choisir, donc c'est modulable, les garanties sont modulables. On peut choisir la durée d'indemnisation et on peut choisir aussi la franchise. Il y a une franchise en cas d'hospitalisation, en cas d'accident et de maladie. Donc souvent on met une franchise 3-3-30, donc on explique donc par rapport à la trésorerie, etc. Mais on s'adapte réellement par rapport aux besoins de la personne. Donc, dans ce cadre-là, les indemnités journalières rentrent dans le dispositif Madelin et donc ça crée une charge pour l'entreprise. Ensuite, par rapport aux frais professionnels, je vais te laisser passer, Ahmed. Donc, les frais professionnels, comme on a dit, donc, on va aussi les couvrir en même temps. S'il est en arrêt, donc, on va couvrir son revenu d'une part. Et là, on va couvrir aussi ses frais professionnels donc, pour protéger sa trésorerie. Donc, ce qui est important, c'est quand je suis en arrêt, de savoir que
Ça ne va pas plomber toute ma trésorerie si j'en ai de côté et surtout si j'en ai pas aussi. Donc il y a 8 500 € à couvrir de charges. Donc en cas d'arrêt, tout simplement, donc comment ça se passe? Si je suis en arrêt, c'est sur facture et je suis indemnisé par rapport aux factures que je fournis à mon assureur pour être remboursé. Donc il y a 283 € de couverture par jour à couvrir. Et donc là, le SSI n'intervient pas du tout. Donc ça va être à l'assureur de couvrir en totalité sur toute la durée donc, de l'arrêt. Donc il peut aller jusqu'à 3 ans aussi. On choisit aussi des délais de franchise, donc par rapport au profil toujours de couverture. Ensuite, je vais te laisser passer Ahmed. Donc, comme on a parlé précédemment, donc il y a aussi un capital décès, invalidité permanente et totale donc à couvrir. On se base souvent sur les 3 dernières années de revenus de moyenne pour le couvrir en totalité, puisqu'on juge du coup pour, comme a dit Alexandre, donc payer l'URSSAF, payer tout ce qu'il y a à payer, on va dire, payer un associé si on a éventuellement. Donc là, dans ce cadre-là, ça représente 120 000 € de besoin. Et donc, il y a la partie SSI qu'on déduit de ce que nous, on couvre. Et enfin, dernier point, donc la rente invalidité. Donc, en cas d'invalidité, si on fait le lien avec ce qu'a dit Ahmed, donc je suis invalide soit à la fin de ma période de 3 ans d'arrêt, soit alors tout au début. Alors, l'invalidité, ça peut venir à tout âge. Ça peut venir à cause d'un accident, d'une maladie, etc. Donc, si l'invalidité est reconnue, il y aurait un besoin à couvrir donc, à la hauteur de son revenu, donc 3 300 €. Et donc le SSI va couvrir la moitié, comme on a dit précédemment, et nous, on va venir en complément du SSI et donc couvrir l'autre moitié. Donc ça lui fait une couverture totale, et ça jusqu'à la retraite. Et donc pour toutes ces garanties-là, juste ça rentre dans le dispositif malin, certaines garanties rentrent dans le dispositif malin, donc ça crée toujours de la charge pour l'entreprise. Donc on va arriver à 3 solutions. Ces 3 solutions, donc il y aura la solution médium avec certaines garanties, la solution premium avec toutes les garanties proposées et une solution personnalisée. Donc nous, du moins moi avec mes clients, je fonctionne donc toujours personnalisé puisqu'on s'adapte à son budget, on s'adapte aussi aux garanties que la personne veut mettre en place, etc. Donc on peut choisir parmi 13 garanties avec la personne. Et donc, ça permet de faire quelque chose de vraiment personnalisé à chaque personne. Et donc ça aussi, ça engendre du coup les mensualités. Donc, on va parler un petit peu de tarifs. Donc, il y a 3 facteurs pour déterminer le tarif d'une prévoyance. Donc, il y a le niveau de garantie. Donc, parmi les 13 garanties, donc ça va influencer le tarif des garanties. Il y a l'âge. Donc, c'est toujours par rapport à l'âge, ces couvertures-là. Et il y a aussi par rapport à une sélection médicale. Tout ça va nous permettre de déterminer un tarif. Et donc là, dans cet exemple, ça peut aller de 50 € par mois jusqu'à 300-400 €. Ça dépend vraiment de l'âge de la personne et donc des facteurs que je vous ai dit. Ok. Et du coup, merci en tout cas Igor par rapport à ça. Et donc comme le disait aussi tout à l'heure Alexandre, donc ces garanties-là, globalement, sont personnalisées à chaque chef d'entreprise selon sa situation, selon son foyer. Et l'idée derrière, c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai une couverture qui est adaptée à moi, à ma situation à l'instant T. Bien évidemment, elle est modulable. Il va falloir chaque année, et selon son chiffre d'affaires, son bénéfice, ses charges professionnelles de chaque année, selon le recrutement de salariés, selon les charges patronales, selon tout un tas de choses, effectivement, il est important de remettre à jour sa situation régulièrement. Pour cette raison que de rencontrer son conseiller, en tout cas, au moins, et ça c'est un minimum, une fois par an, pour actualiser au fur et à mesure, puisque la vie d'une entreprise peut être modulée, modifiée avec le temps. Elle peut augmenter en chiffre d'affaires, elle peut également devoir plus de charges professionnelles. Et donc l'idée, c'est derrière en tout cas de modifier, d'actualiser, de faire une mise à jour régulière dans son activité professionnelle de tout ça. Donc ce n'est pas figé à un instant T, c'est une modification perpétuelle que doit se faire entre
le comptable. Donc c'est pour ça qu'on est aussi beaucoup lié au comptable de chaque entreprise. Et on est lié du coup effectivement au chef d'entreprise et à son environnement professionnel. Et donc les différents acteurs qui travaillent autour du chef d'entreprise, on a besoin aussi de se mettre en synergie pour se dire quels sont les besoins de mon chef d'entreprise aujourd'hui, donc avec le chef d'entreprise, avec le comptable, avec des fois peut-être d'autres professionnels aussi qui l'accompagnent à côté sur des notions juridiques, techniques, etc. Et donc derrière, voilà, donc c'est important de le faire. Et bien évidemment, ça rentre dans un cadre Madelin, et Alexandre avait précédemment expliqué. Donc ces cotisations-là que peut générer en tout cas une solution de prévoyance vont engendrer aussi derrière auprès du comptable du coup des déductions fiscales selon bien évidemment sa situation et son statut d'entreprise, puisqu'un micro-entrepreneur ne va pas avoir les mêmes avantages aussi en Madelin qu'une personne qui est installée en société et qui peut se permettre de faire de la déduction. Donc cela peut être à la fois un avantage en couverture sociale, donc il y a un niveau social en tout cas un avantage, et il y a aussi l'avantage de la donnée fiscale qui rentre en compte dans ces solutions-là. Donc voilà, en tout cas pour clôturer, je ne sais pas si Alexandre ou Igor veut rajouter quelque chose pour clôturer ça. Je pense qu'on a apporté pas mal d'informations par rapport à Moi, je tout ça. dirais juste une chose. Je dirais juste une chose. Rien ne sert de se garantir à tout prix. Il faut vraiment regarder sa situation. Certaines garanties vont être intéressantes à avoir, d'autres pas. Il n'est pas nécessaire de tout souscrire tout le temps. Voilà, il faut vraiment plutôt être conseillé et être, enfin, qu'on vous explique et qu'on fasse du sur-mesure. Je pense que ça a de la valeur ajoutée. Parce qu'on sait pourquoi on paye des choses et on sait le jour où il arrive quelque chose, comment on va être indemnisé. Je pense que c'est important de comprendre ce que l'on a aujourd'hui en termes de garantie, puisqu'on vous oblige à cotiser au régime obligatoire, donc on vous donne des prestations en face. Peut-être qu'elles sont suffisantes, ça ce serait très bien. La plupart du temps, on s'en rend compte quand on voit nos clients qu'elles ne le sont pas, parce que leur situation personnelle, voilà, elle est ce qu'elle est. Et donc, il est nécessaire de faire ce bilan individuel et pas de prendre des choses toutes packagées parce que souvent elles ne sont pas adaptées. Et on paye pour rien. Donc, il vaut mieux effectivement prendre le temps, en tout cas, de faire une étude vraiment individuelle. Je pense que ça, c'est le meilleur conseil. Ça coûte rien. Voilà, on n'est pas les seuls, en tout cas, à proposer ce genre de service. Mais je sais qu'en tout cas, ça a de l'utilité pour être certain qu'on a les bonnes garanties aux bons endroits, qu'on pose les bonnes questions et qu'on a les bonnes réponses, en tout cas. Voilà. Ok. Ben, merci Alexandre en tout cas pour cette clôture. En tout cas, ben, on remercie du coup quand même Madame Bassieri, Monsieur Raveau et également Madame Bouvier en tout cas pour nous avoir permis ce matin de présenter ces choses. Merci en tout cas à l'organisation et du coup ben, forcément les contraintes